dans ce document, nulle part il n'est fait mention du fait que l'honorable Vital Kamerhe a dû toucher les 15 millions de dollars. D'ailleurs, le porte-parole du président de la République l'a si bien dit en disant « Le président continue à faire confiance à son directeur de cabinet ». Bonsoir, il est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Il est également expert en environnement et protection de la nature, porte-parole de l'UNC et du Cap pour le changement, la coalition au pouvoir. Entretien cette semaine reçoit Maître Gabin Lulendou. Maître, bonjour. Bonjour. Vous êtes cadre de l'UNC de Vital Kamerhe. Quelle est la santé de votre parti politique aujourd'hui? L'Union pour la nation congolaise, parti dont je suis le porte-parole adjoint, se porte merveilleusement bien. Il est vrai qu'aujourd'hui, certains animateurs du parti ont été élevés au rang de ministres et vice-ministres et compte tenu du fait que la constitution de notre pays veut que des gens qui assument des fonctions ministérielles ne puissent pas avoir des fonctions au sein du parti. Du coup, le président national de notre parti, l'honorable Vital Kamerhe, se voit donc, au regard de cette obligation constitutionnelle, de procéder à certains réaménagements au sein du parti pour le remplacement de notre secrétaire général devenu ministre, ainsi que d'autres qui sont devenus ministres, assumant des fonctions au sein du parti. Mais en dehors de cet aspect de choses, le parti se porte merveilleusement bien, et voilà. Et vous êtes dans une coalition avec l'UDPS, et vous dirigez le pays ensemble avec cette partie de l'opposition. Comment ça se porte votre union, cette plateforme, comment elle se porte aujourd'hui? L'UDPS est notre partenaire privilégié depuis l'accord de Nairobi conclu entre le président national Vital Kamerhe ainsi que les présidents de la République aujourd'hui. Hier, il était candidat à l'élection présidentielle. Donc l'accord de Nairobi nous met donc dans une situation de partenariat avec l'UDPS. Et nous nous entendons bien, et voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous gérons ensemble les pays, aussi bien au niveau de l'institution président de la République qu'au niveau du gouvernement, et pourquoi pas dans d'autres institutions du pays. Donc nous nous entendons bien, et voilà, c'est la moindre chose que je puisse dire à ce stade. L'opinion a comme l'impression que la coalition cache est quasiment encore dans l'ivresse du pouvoir. Il n'y a aucune réunion, il n'y a aucune concertation. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Bon, il faut laisser les gens dire ce qu'ils veulent. Peut-être qu'ils n'ont pas eu écho de nos réunions à travers la RTNC ou d'autres chaînes de télévision et pourquoi pas devant les journalistes. C'est pour cette raison qu'ils pensent qu'on ne se concerte pas, mais je pense qu'il y a des concertations au niveau du cash, entre les dirigeants du cash, sans peut-être que cela ne puisse faire l'objet d'une couverture médiatique. Donc ce n'est pas parce qu'un événement n'a pas été couvert médiatiquement que cet événement n'a pas eu lieu. Un événement peut avoir lieu, mais sans qu'il ne soit couvert médiatiquement. Peut-être qu'au niveau du cash, jusque-là, dans notre façon de pouvoir nous rencontrer, nous dire des choses, nous n'avons pas beaucoup associé la presse. C'est pour cette raison que la presse a l'impression que rien ne s'est fait. Mais pour ma part et à ma connaissance, des réunions se tiennent, surtout quand il faut prendre des décisions importantes concernant notre coalition, c'est-à-dire l'UDPS et l'UNC, sans oublier les quelques alliés que nous avons. Est-ce que le climat est bon au sein de cette coalition? Le climat est bon enfant, donc en dépit de tout ce qu'on raconte, parce que vous savez, la presse congolaise, elle est essentiellement faite des rumeurs. Les gens peuvent se réveiller un certain matin et traduire leurs rêves comme étant des choses qui sont faites au niveau de la coalition, oubliant que c'était leur propre rêve. Mais en tout cas, la coalition se porte très bien. Nous n'avons pas des problèmes majeurs entre nous. C'est vrai que même quand quelqu'un épouse une femme de temps en temps, il peut ne pas être d'accord avec sa femme. Bon, qu'en est-il de la vie politique? Elle est ainsi faite. Mais toujours est-il que nous nous entendons merveilleusement bien, donc l'UNC et l'UDPS. Et il y a cette affaire de 15 millions qui fait réagir l'opinion, qui, on a l'impression, est en train de ruiner ou nuire un peu à la crédibilité de certains acteurs, entre autres le président de l'UNC, Vital Kamerhe. Comment vous appréciez, comment vous jugez cette affaire de 15 millions?
Comment vous en parlez au sein de votre parti? Non, mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que à la fois, vous avez des confrères qui font un très bon travail, mais à la fois aussi, de plus en plus, votre métier quand même laisse à désirer dans la mesure où vous avez laissé n'importe qui commencer à donner les informations à telle enseigne que vous avez aussi beaucoup de journalistes véreux. Vous avez des journalistes de qualité qui font un travail avec toute la conscience professionnelle, mais vous avez aujourd'hui aussi des journalistes qui se font payer la nuit pour salir quelqu'un la journée, etc. En ce moment-là, on sent qu'il n'y a pas assez de professionnalisme et c'est souvent choquant lorsqu'on assiste à des choses comme ça. Imaginez, l'inspection générale des finances procède bien évidemment à un travail concernant les 15 millions qui constituent la décote pour le compte de l'État. Cette inspection générale des finances rend son rapport, un rapport qui n'est pas assez volumineux. Connaissant la faiblesse des Congolais, parce qu'il faut reconnaître que beaucoup de Congolais n'aiment pas lire, la paresse qui nous caractérise fait que la plupart des gens souhaitent suivre ce qu'on dit, mais sans qu'ils aient la possibilité de chercher les documents en question pour les lire. Et pourtant, c'est un rapport seulement de 9 pages, il n'est pas assez volumineux pour que les gens puissent avoir une telle paresse. Il suffit seulement de prendre les rapports qui a été rendu public par l'inspection générale des finances pour connaître le contenu de ces rapports, au point de se poser la question, mais ce qui a été dit en indexant l'honorable Vital Kamerhe comme étant celui qui a dû prendre les 15 millions de dollars est tiré de quel document? Et pourtant, le document officiel existe. Et dans ce document, nulle part il n'est fait mention du fait que l'honorable Vital Kamerhe a dû toucher les 15 millions de dollars. Quand vous lisez les rapports, qui est un rapport de 9 pages, et d'ailleurs je pense que vous l'avez lu, au cas où vous ne l'avez pas lu, je les mettrai à votre disposition. Comme ça, vous allez mettre aussi ces rapports à la disposition de tous ceux qui nous suivent, tous vos téléspectateurs. Vous allez vous rendre compte que dans ces rapports, il est dit qu'il y a 15 millions de dollars qui ont été versés dans le compte du comité de suivi des prix des produits pétroliers. Le comité de suivi des prix des produits pétroliers, c'est une structure qui relève du ministère de l'économie. Et cet argent est entré dans ce compte-là sur demande du ministre des Finances faisant l'intérim, qui faisait également l'intérim du ministre de l'économie. Il demande au gouverneur de la Banque centrale pour que au niveau de la Robank, au niveau des FBN Bank, on puisse retenir la décote de 15%, ce qui représente 15 millions, et que cet argent soit versé dans le compte du comité de suivi des produits, comité de suivi des prix des produits pétroliers. Ce qui a été fait, parce que les 10, l'honorable Vital Kamerhe avait écrit une lettre à la Robank demandant que cet argent puisse être versé dans le compte du comité de suivi du programme du président de la République. C'est le programme des 100 jours. Ça, on est là le 10 mai 2019. Les 16 mai du même mois et de la même année, c'est le ministre des Finances qui faisait l'intérim du ministre de l'Économie qui lui adresse une lettre au gouverneur de la Banque centrale qui supervise toutes les banques pour demander que l'instruction soit donnée aux banques, à savoir la Robank ainsi que la FBN Bank, pour que l'argent soit déposé dans les comptes du comité de suivi des prix des produits pétroliers. C'est ce qui a été fait et l'argent a été déposé dans ce compte-là. Ce compte-là, comme mandataire, 2 personnalités, à savoir le conseiller les conseillers en charge des questions financières et des produits stratégiques du ministère de l'économie. Le deuxième mandataire de ce compte, c'est le secrétaire général à l'économie nationale. Ce sont les 2 qui sont des mandataires de comptes dans lesquels l'argent a été déposé. C'est mentionné noir sur blanc dans les rapports. Mais alors, si on dit que l'argent a disparu, moi je dirais non. Comment l'argent qui a été déposé dans un compte dont les mandataires sont connus, on peut dire que cet argent a disparu. L'argent n'a pas disparu. Soit il se trouve dans le compte, soit il a été retiré. Au regard du rapport de l'inspection générale des finances, on indique les dates, auxquelles cet argent a pu être retiré de ce compte-là. Est-ce que vous vous rendez bien compte? On vous dira à telle date, X montant d'argent a été récupéré, autant à telle date, une autre somme a été récupérée. Les mandataires ayant été connus, identifiés, c'est clair que quand vous ouvrez un compte dans une banque,
eh ben, seuls des titulaires de ce compte-là ou les gens qui sont mandataires peuvent retirer l'argent. Mais alors, le rapport n'est fait nullement de quelconque somme qui aurait été récupérée par Vital Kamerhe. Le seul fait de demander que l'argent soit déposé dans un compte du comité de suivi de produits et commandes, comité de suivi du programme du chef de l'État, sans que cet argent ne soit déposé et qu'il est avéré que l'argent a été déposé dans un autre compte dont il n'est ni titulaire ni mandataire, qu'on nous dise que celui qui a détourné les 15 millions de dollars... Mais le problème, ce n'est pas ce niveau. Le problème, c'est au fait du fait que Vital Kamerhe interdise la suite des enquêtes au sein de l'IGF. C'est là que certaines personnes pensent qu'il prend des dispositions pour ne pas être déniché. Non, mais d'abord, pour l'argent qui a été déposé dans un compte, les ministres de l'économie connus, les mandataires connus, pourquoi a-t-on, si l'argent a disparu, pourquoi a-t-on indexé Vital Kamerhe comme ayant retiré cet argent-là ou l'ayant détourné, alors que ceux qui gèrent ce compte-là étaient connus? Pourquoi n'avoir pas d'abord indexé ceux qui sont censés, ou en tout cas ceux qui ont géré cet argent-là au niveau du ministère de l'économie? Pourquoi l'avoir cité s'il n'y a pas l'intention de pouvoir nuire? Merci de suivre Entretien. Nous vous annonçons que vous pouvez poser des questions à nos invités en nous envoyant vos questions par WhatsApp, des vidéos par WhatsApp, et nos invités vous répondront. Aujourd'hui, nous avons deux questions, Maître Gabin, qui viennent des internautes, des compatriotes, un en Afrique du Sud et un à Lubumbashi. Et nous vous convions à suivre les questions et ils attendent de vous des réponses. Bonjour, je m'appelle Dr Idriss Lumbala, je suis téléspectateur de la belle émission Entretien. Je vous suis très souvent à partir de l'Afrique du Sud. Je voudrais intervenir aujourd'hui dans cette émission pour poser deux petites questions à notre invité du jour, Maître Gabin Oulendou de l'UNC et proche du président Vital Kamerhe. J'ai deux petites questions à votre intention rapidement. La première question, c'est celle de savoir, après cette histoire, cette affaire qui a défrayé la chronique dans le média et sur les réseaux sociaux, je voudrais savoir dans quel état se trouve le président Vital Kamerhe à ce jour. Est-il abattu ou bien il a encore son moral au zénith et son mental très fort? La deuxième question, c'est celle de savoir, vous qui êtes proche de Vital Kamerhe, quel est le niveau, les degrés de relation à ce jour entre le chef de l'État et Vital Kamerhe? Voilà les deux petites questions que j'avais à pouvoir vous poser. Merci beaucoup et j'espère une très bonne suite favorable à mes deux questions. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Serge, j'interviens à partir de Lubumbashi. Monsieur Gabin, j'avais au moins des préparations pour vous. La première, je voulais un peu savoir comment se sentez-vous dans le camp de l'INC après que l'autorité morale soit citée dans l'affaire des 15 millions qui fait vraiment trop de vises sur le net et aussi les médias tant nationaux qu'internationaux. La seconde serait de savoir, selon l'accord de Nairobi, le président Félix serait entendu avec le président Vital pour que, après avoir soutenu un seul candidat pour l'élection qui venait de se passer en 2023, lui, président Félix, devrait aussi soutenir le président Vital. Bon, à la lire où vont les choses, vous voulez pas savoir si en 2023 que le président Félix se représentait encore comme candidat président de la République, est-ce que vous allez les soutenir ou bien il y aura maintenant un bras de fer? Merci. Maître, vous avez suivi les questions de nos internautes. Quelles sont vos réponses? Je recommence avec notre compatriote Lumbala, qui est en Afrique du Sud. Il a posé deux questions. La première question, c'est les morales du président national de l'UNC après cette histoire qui a défrayé la chronique, l'histoire des 15 millions de dollars. Et la deuxième question, c'est un rapport sur l'état des relations entre le président de la République et son directeur de cabinet. Concernant la première question, je dois dire que
Ça fait toujours mal lorsque vous êtes un être humain et que, suivant un rapport qui ne vous a pas incriminé, mais qui est des gens qui se mettent ensemble, visiblement payés pour se faire et se mettre à vous vilipender matin, midi, soir, et surtout lorsque vous avez une femme et que vous avez des enfants, cela est tout à fait choquant. Il reste un être humain, il ne peut qu'être choqué par la légèreté avec laquelle cette affaire a été traitée et surtout le fait qu'il a été cité alors que les rapports ne disaient pas que cet argent a été utilisé par lui. Mais c'est quelqu'un qui est d'un moral assez fort dans la mesure où quand vous pensez l'affaiblir, c'est en ce moment-là qu'il montre qu'il a une énergie débordante avec un moral au zénith. Donc pour le moment, il va très très bien. D'ailleurs, dans quelques jours, il est censé, sauf changement des calendriers, soutenir sa thèse à l'Université américaine de Grèce. Vous voyez, quelqu'un qui doit soutenir sa thèse, il ne peut qu'avoir un moral fort. Autrement, il aurait bien demandé qu'il y ait plus ou moins un report. Mais non, sauf changement de l'université, il est censé, dans quelques jours, soutenir sa thèse au niveau de l'Université américaine de Grèce. Ça voudrait bien dire que son moral est au zénith, son moral n'est pas en berne, donc il est encore beaucoup plus fort. Seulement, il comprend que de plus en plus, de fois, les gens sont méchants pour rien. Alors, donc, du point de vue des relations entre le président de la République et son directeur de cabinet, je ne peux pas sonder le cœur des gens, seul Dieu peut sonder le cœur des gens, mais visiblement, rien n'a modifié les relations du président de la République avec son directeur de cabinet, parce que vous savez que quand quelqu'un a un problème avec vous, à travers les attitudes, vous pouvez le constater, même si on ne peut pas arriver à sonder le cœur, mais du point de vue des attitudes et du climat qui a toujours régné entre le président de la République et son directeur de cabinet, rien n'a changé, tout est resté intact. Il continue à se faire confiance, il continue à parler comme d'habitude, il continue à se voir comme d'habitude, il continue bien évidemment à collaborer comme d'habitude. Donc aucun indicateur, aucun élément aujourd'hui n'indique qu'effectivement cette relation a été entamée du fait de cette affaire. C'est la confiance totale. D'ailleurs, le porte-parole du président de la République l'a si bien dit en disant « le président continue à faire confiance à son directeur de cabinet ». Maintenant, concernant la question de notre compatriote Serge de Lubumbashi, il a posé la question de savoir au niveau de l'UNC ce que nous ressentions après cette histoire de 15 millions qui a défrayé la chronique. Vous savez que l'UNC était aussi choquée et elle voulait d'ailleurs organiser une marche en soutien au président national de l'Union pour la nation congolaise, l'honorable Vital Kamerhe. Celui-ci d'ailleurs qui a dit « mais pourquoi vous voulez organiser une marche à mon soutien? Je n'ai rien fait, je n'ai pas détourné l'argent, donc vous n'avez pas besoin d'une telle marche ». Mais au niveau du parti, les gens étaient quand même bien, comment dirais-je, choqués de ces allégations qui visiblement ont été colportées pour faire mal et surtout pour nuire à un adversaire politique. Mais toujours est-il que les soutiens du parti à l'égard de son président national est devenu encore beaucoup plus fort. Et chaque jour qui passe, le président reçoit les messages de réconfort, les messages de soutien de la part des membres de l'Union pour la nation congolaise. Maintenant, la deuxième question qu'il a posée, c'est la question en rapport avec 2023 et surtout l'accord que nous avons signé à Nairobi avec l'UDPS. L'accord de Nairobi reste en cours. Cet accord n'a pas encore connu de modifications. Donc, il va de soi que jusqu'en 2023, si cet accord ne connaît pas d'avenant ou en tout cas de modifications, eh bien, en 2023, le président Félix Tshisekedi devra laisser la place à son directeur de cabinet et devra d'ailleurs le soutenir comme candidat à l'élection présidentielle en 2023. Tel est l'accord. Mais maintenant, entre maintenant et 2023, beaucoup de choses peuvent se passer. S'il y a un avenant à l'accord,
eh bien, les choses se feront suivant cet avenant-là. Mais pour le moment, c'est ce que l'accord stipule, on s'en tient à l'accord, mais la vie politique est faite de beaucoup de rebondissements. Entre aujourd'hui et 2023, beaucoup de choses peuvent se passer. C'est en ce moment-là que nous allons dire qu'est-ce que nous devenons. Est-ce que l'accord va être modifié ou l'accord va être maintenu? S'il est maintenu, il devra être appliqué. S'il est modifié, on verra les modifications qui auront été apportées à l'accord, iront dans quel sens, et on ira dans le sens des modifications de l'accord. Donc ne précipitons pas les choses, attendons encore. Entre aujourd'hui et 2023, c'est quand même 4 ans qui nous séparent. Et voilà, donc on ne peut pas aller sur les supputations. Attendons et on verra. Mais l'état de l'accord, c'est celui-là. Merci, maître, d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Revenons un peu en RDC, à l'actualité. Une autre alliance dont on parle beaucoup, c'est l'alliance FCCH, qui, pour certains, c'est une alliance contre nature, qui a produit un gouvernement gigantesque de 67 personnes aujourd'hui, pour un budget de 4 milliards de l'année passée, bien sûr, et de l'année en cours aussi. Quelles sont les chances que vous donnez à cette union et aussi à ce gouvernement? Bon, mais c'est plein succès. Lorsqu'un gouvernement est mis en place, si le gouvernement ne réussit pas, ça veut dire que le peuple congolais va continuer à souffrir. On met en place un gouvernement pour régler le problème des Congolais et des Congolaises. Donc, en tant que Congolais, on veut tous les succès possibles à ce gouvernement. Parce que si le gouvernement réussit, eh bien, le problème des Congolais, trouveront des réponses. Mais si le gouvernement échoue, ça veut dire que la misère des Congolais va encore s'accentuer ou va encore continuer. En tant que Congolais, je ne peux pas souhaiter que nos frères, nos sœurs soient dans une situation de misère incroyable et indescriptible. C'est pour cette raison que l'Union pour la nation congolaise, qui fait partie de ce gouvernement, à travers aujourd'hui son porte-parole adjoint, je ne peux que souhaiter plein succès à ce gouvernement et surtout, on veut que ce gouvernement réussisse. Bon, maintenant, on dit une coalition contre nature, mais est-ce que devant deux mots on souhaite le moindre? Est-ce qu'il y avait mieux à proposer pour une situation après les 30 décembre 2018? Est-ce qu'il y avait mieux à proposer? Les élections ont été organisées, ces élections n'ont pas été parfaites, il y a eu quand même de problèmes, et surtout en ce qui concerne les élections législatives nationales et provinciales. Mais malheureusement, les institutions de la République, à travers le cours des tribunaux, ont pu dire que ces élections ont pu trancher les litiges et en tant que républicains, on ne peut que se soumettre aux décisions judiciaires. Et devant une telle situation, ceux qui disent que cette alliance est une alliance contre nature, si eux étaient à la place du président de la République, qu'est-ce qu'ils auraient bien proposé au président de la République? Ils ont dit qu'ils devraient dissoudre le Parlement. Non, mais on ne peut pas dissoudre les parlements avant une année. Donc vous demandez au président de violer la Constitution. Non, que eux, le leur aurait dissous le Parlement. Non, mais comment, par quel mécanisme? En violation de la Constitution. Et ça veut dire que quelqu'un qui est au pouvoir pour violer la Constitution n'a pas encore compris que ces décisions, une violation intentionnelle de la Constitution peut conduire à la destitution du président de la République. Et surtout, quand on veut un état de droit, la Constitution est, comment dirais-je, supérieure à la volonté du président de la République. Parce que le président de la République prend des ordonnances. Les ordonnances, ce sont des actes, comment dirais-je, administratifs. Et ces actes, leur validité tient au respect de loi de la République et à la Constitution. Donc celui qui pense que par une ordonnance, il marcherait sur une Constitution qui lui est supérieure, eh bien, s'inscrit peut-être dans les cadres d'une monarchie absolue, et non dans les cadres d'une république, parce que la république, c'est la soumission des actes des autorités par rapport aux lois et à la constitution de la république. Donc, on se retrouvait devant une situation telle que, soit on devait accepter la cohabitation, ou alors on devait accepter la coalition. La cohabitation signifie des gens qui ont géré les pays pendant 18 ans avec un bilan catastrophique. Il faut leur laisser la gestion du pays pendant 5 ans, et en 2023, demander des comptes au président de la République qui a été élu au suffrage universel direct. On a dit non. Devant deux mots, on souhaite le moindre mal, ce serait la coalition, en disant gérons ensemble pour que nous puissions nous surveiller pour l'intérêt supérieur de la nation, de telle sorte qu'effectivement, nous puissions avoir plus ou moins de choses à dire aux Congolais par rapport à notre gestion. Et je pense que toute personne raisonnable opterait pour la coalition,
même si nous savons que la gestion de nos amis du FCC n'a pas été bonne. Mais maintenant, hier, la gestion n'a pas été bonne. Le président de la République qui a été élu veut le changement et ils ont signé les codes de bonne conduite. C'est à eux de montrer qu'ils sont prêts à changer et qu'ils sont prêts à travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Ceux qui ne vont pas travailler pour l'intérêt supérieur de la nation, aussi bien dans les rangs du CACH que dans les rangs du FCC, il faudrait bien évidemment qu'ils puissent être soit chassés du gouvernement, mais s'ils commettent en même temps les actes répréhensibles, eh bien, que la justice fasse son travail en s'occupant des gens qui commettent les actes punis par la loi. On va chuter par la visite du chef de l'État en Belgique, à Bruxelles. Il y est encore. L'un des principaux opposants au chef de l'État actuel, Martin Fayulu, sur une radio, dit que la Belgique aurait commis une insulte en accueillant Félix Tshisekedi chez lui sur son sol. Comment vous analysez, vous jugez ces propos de Martin Fayulu? C'est des propos tout simplement irresponsables parce que vous savez, le vrai problème, c'est que lorsque vous êtes devant une situation où vous n'êtes pas capable de prouver les allégations, à un moment donné, il faut prendre un peu des reculs. Je ne dis pas que cette élection telle qu'elle a été organisée, elle a été parfaite. C'est une élection qui a eu quand même quelques dysfonctionnements. Il faut être honnête pour le reconnaître. Mais aujourd'hui, si vous posez à Martin Fayulu la question de savoir comment peut-il démontrer à la face du monde entier qu'il a gagné cette élection, il ne peut pas le faire parce que d'ailleurs une occasion en or lui avait été offerte devant les grandes télévisions du monde, la RTNC, où le procès contre le président de la République en tout cas a été rendu public. Il avait eu l'occasion de démontrer qu'il avait gagné cette élection. Mais vous avez vu la tergiversation. Tantôt nous avons eu 11 millions de voix, tantôt nous avons eu 8 millions de voix. Celui qui prétend avoir gagné une élection ne sait même pas combien de voix. 2 requêtes devant la Cour constitutionnelle, 11 millions de voix, tantôt 8 millions de voix. Ça montrait déjà que lui-même ne sait même pas qu'il a gagné cette élection. Mais alors s'il ne sait pas qu'il a gagné cette élection lui-même, comment peut-il prétendre que l'autre a triché, celui qui a gagné l'élection? Deuxièmement, la vie de la nation ne s'arrête pas à quelques événements. L'élection, c'est un moment important dans la vie d'une nation parce que c'est le peuple qui fait son choix. Mais on se retrouvait devant une situation où, bien évidemment, il n'a pas été capable de prouver qu'il avait gagné cette élection. La moindre chose, c'est se taire et de regarder maintenant l'avant, faire une opposition républicaine, critiquer ce qu'il faut critiquer et surtout aussi faire des propositions pour que la République avance. La République ne se limite pas, comment dirais-je, à Martin Fayulu, d'autant plus que c'est un très mauvais perdant. Il doit se souvenir que déjà à Genève, par des manœuvres, il avait réussi à avoir la place que d'autres devraient avoir parce que tous les Congolais s'attendaient à ce que les candidats communs soient soit le président actuel, Félix Tshisekedi, ou alors son directeur de cabinet. Tout le monde le savait. Par la magie de la tricherie, il a réussi à devenir candidat commun de l'opposition, tout simplement parce qu'il avait utilisé des moyens non catholiques. Aujourd'hui, il est rattrapé par sa tricherie. Vous voulez tricher en amont, mais vous allez être attrapé en aval. On en est là. Donc, quand on n'a pas de preuves, à un moment donné, il faut apprendre à se taire. Et c'est le cas aujourd'hui. Et appréciez vous-même les contradictions. Lorsque vous dites que les élections n'ont pas été, comment dirais-je, transparentes, etc., tout ça, vous les contestez. Les élections qui ont eu lieu le même jour, élections législatives nationales, les élections présidentielles, ainsi que les élections provinciales. Très bien. Mais si ces élections-là constituent une tricherie, pourquoi vous devez avoir des représentants au sein des institutions illégitimes? La logique aurait souhaité que vous puissiez vous comporter comme Étienne Tshisekedi Mulumba. Lorsqu'Étienne Tshisekedi Mulumba a rejeté les élections de 2011, il a demandé à ses partisans de ne pas aller siéger dans les institutions que lui estimait comme étant illégitimes. Mais voilà, des élections sont des élections truquées, machin. Les institutions sont illégitimes, mais vous avez des gens que vous acceptez de siéger dans les institutions qui sont illégitimes.
soyons les plus cohérents possibles. Je ne trouve pas de cohérence dans le propos de Martin Fayulu. Je pense qu'il est temps qu'il cesse avec ces genres de choses, qu'il conteste le pouvoir, c'est son droit le plus naturel, et d'ailleurs c'est le rôle de l'opposition, mais qu'il tienne des propos aussi discourtois à l'égard du président de la République comme il l'est fait. Cela quand même montre que quelque part il y a l'immaturité politique qui s'invite, et ce qui n'est pas une bonne chose pour l'image du pays. Ailleurs, on peut contester un régime, mais on ne peut pas avoir de propos excessifs comme il l'est fait. Tantôt il est pantin, tantôt le président de la République c'est une marionnette, tantôt... Et pourtant, si vous regardez très bien ce qui s'est passé à Genève, vous allez vous rendre compte qu'il a dû s'inscrire, il a été utilisé comme une vraie marionnette par d'autres qui étaient invalidés, qui ne pouvaient pas concourir, tout simplement pour besoin de la cause, écartant ainsi des gens qui avaient été bien placés au regard de l'opinion pour pouvoir faire face au régime de M. Joseph Kabila. Mais voilà, donc quelque part, vous vous mettez à, vous voulez tricher, vous allez être rattrapé, je pense que c'est ce qui lui arrive, qu'il se calme un peu, s'il veut contester notre régime, c'est son droit le plus naturel, c'est des droits qui sont consacrés par notre Constitution, on ne peut pas donc refuser de reconnaître ce droit à Martin Fayulu, qui est notre compatriote et qui est en droit de contester notre régime, et surtout il doit aussi faire des propositions constructives pour faire avancer la République. Maître Gabin Lulendou, nous vous disons un grand merci pour avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Nous vous disons aussi merci d'avoir suivi notre émission. Nous disons également merci au restaurant à Rome pour ces cartes magnifiques qui nous servent d'enregistrement de nos émissions. Nous fixons rendez-vous pour une nouvelle émission la semaine prochaine sur nos chaînes partenaires et sur Jouka TV. Bonsoir.